Une pauvre petite fille fait une demande à un jeune milliardaire. Mes camarades de classe se moquent de moi parce que je n'ai pas de papa. Peux-tu être mon père à la fête de l'école? Ce qui se passe ensuite est incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La cloche sonna, annonçant la fin d'une nouvelle journée à l'école primaire de Rose-Hill. Les enfants couraient dans les couloirs, leur voix résonnant contre les murs de briques usés par le temps. Callie Morgan serra son sac à dos lilas contre sa poitrine et attendit que la vague d'élèves passe. Ses cheveux châtain clair, attachés en une simple queue de cheval, se balançaient alors qu'elle marchait à pas lents vers la sortie. La journée avait été difficile, plus que d'habitude. Journée père-enfant, avait annoncé Madame Johnson en souriant à la classe. Demain, c'est notre fête annuelle. N'oubliez pas d'amener vos papas. Callie s'était enfoncée dans sa chaise, essayant de se rendre invisible. Mais l'invisibilité n'était pas une option quand on a 5 ans et qu'on est la seule enfant de la classe sans père à amener. Callie n'a pas de papa, avait scandé Tommy Lewis pendant la récréation, son visage couvert de taches de rousseur tordu en un sourire méchant. Callie n'a pas de papa. D'autres enfants s'étaient joints à lui, formant un cercle autour d'elle. Callie avait fermé les yeux, souhaitant que le sol s'ouvre et l'engloutisse. Elle n'amènera personne, s'était moqué Megan, assez fort pour que Callie l'entende. On n'a jamais vu son père. Je ne pense même pas qu'elle en ait un. Elle n'avait pas répondu. Sa mère lui avait appris à ne pas prêter attention aux moqueries. Les mots n'ont de pouvoir que si tu leur en donnes, lui disait Tessa en lui caressant les cheveux les soirs où Callie pleurait. Maintenant, en marchant dans le couloir, Callie sentait le poids des mots de ses camarades. Ils étaient plus lourds que son sac à dos, plus lourds que tous les livres du monde. Madame Johnson avait bien sûr essayé d'aider. Certaines familles sont différentes, avait-elle expliqué à la classe. Certaines ont 2 papas. Certaines ont 2 mamans. Certaines n'ont qu'une maman ou qu'un papa. Certaines ont des grands-parents. Toutes sont spéciales. Mais les mots bien intentionnés ne firent pas taire les rires. Ils ne remplirent pas non plus l'espace vide à côté de sa mère lors des réunions scolaires. Callie atteignit le portail principal et s'arrêta. Sa mère était toujours en retard de quelques minutes. Elle travaillait comme femme de ménage dans un grand immeuble du centre-ville et parfois, le bus était lent. Callie ne s'en souciait pas. La surveillante de l'école, Madame Davis, restait toujours avec elle jusqu'à l'arrivée de sa mère. C'est alors qu'elle le vit. Un homme grand, dans un costume sombre, se tenait à côté d'une voiture noire brillante. Il n'était pas comme les autres pères qui conduisaient des voitures cabossées ou arrivaient à pied, fatigués après une journée de travail. Cet homme avait l'air important, comme les dirigeants dans les magazines que sa mère feuilletait chez le médecin. Il regardait son téléphone, le visage sérieux, concentré. Il y avait quelque chose en lui, peut-être la façon dont il se tenait à l'écart des autres adultes ou la manière dont ses épaules semblaient porter un poids invisible, qui fit penser à Callie que, malgré le beau costume et la voiture chère, il pourrait comprendre ce que c'était que d'être seul. Une idée commença à germer dans son esprit. Une idée folle, absurde, désespérée. Avant de pouvoir y réfléchir, Callie lâcha la main de Madame Davis et se dirigea vers l'inconnu, ses petites baskets roses éraflées sur le béton tandis qu'elle s'approchait, les mains moites serrant les lanières de son sac à dos. L'homme ne la remarqua pas avant qu'elle ne soit qu'à quelques pas. Quand il leva enfin les yeux de son téléphone, son regard était distant, comme s'il lisait encore des messages dans son esprit. « Excusez-moi, monsieur, » dit Callie, sa voix si faible qu'elle pouvait à peine l'entendre elle-même. L'homme cligna des yeux, enregistrant enfin la présence de la petite fille. Ses yeux étaient d'un bleu profond, comme le ciel après la pluie. « Oui » répondit-il, sa voix grave mais non menaçante. Callie prit une profonde inspiration. C'était maintenant ou jamais. Mes camarades de classe se moquent de moi parce que je n'ai pas de papa. Elle déglutit difficilement, retenant les larmes qui menaçaient de couler. Pouvez-vous être mon père, juste pour un jour, à la fête de l'école? Wa Barrett, PDG de Barrett Enterprises et jeune milliardaire, avait entendu de nombreuses requêtes au cours de ses 30 ans de vie, des demandes de prêts, de promotion, de seconde chance. Mais jamais, au cours de toute sa carrière fulgurante d'homme d'affaires, on ne lui avait demandé d'être un père, même si ce n'était que pour une journée. Il regarda la petite fille en face de lui, petite pour son âge, avec de grands yeux marrons qui semblaient contenir un univers d'émotions. Il y avait une dignité tranquille en elle, même avec son menton qui tremblait légèrement en attendant sa réponse. Commença Wa, mais les mots lui manquèrent. Que faisait-il même ici? Son chauffeur avait appelé pour dire que la voiture nécessitait une réparation d'urgence,
et il avait décidé d'attendre devant une école au hasard, dans un quartier éloigné du centre-ville. Il voulait s'éloigner du bureau pendant quelques heures, loin des réunions, des feuilles de calcul, des décisions qui affectaient des centaines de vies. Et maintenant, cet enfant lui demandait quelque chose qu'il ne savait pas s'il pouvait donner. « Je pense que tu te trompes, petite. Je ne te connais pas, ni ta mère. Je ne peux pas simplement me présenter à une fête d'école, répondit-il, plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. Callie ne recula pas. Au lieu de cela, elle leva le menton dans une tentative courageuse de ne pas montrer sa déception. La fête est demain à 14 heures, l'informa-t-elle, comme si elle n'avait pas entendu son refus. Vous n'avez qu'à vous présenter et dire que vous êtes mon père. Personne ne le saura. Une femme, probablement la surveillante de l'école, les regardait avec une inquiétude croissante. Dans quelques secondes, elle viendrait voir ce qui se passait. Callie, appela la femme, viens ici, ma chérie. Ta maman va bientôt arriver. Je dois y aller, dit rapidement Callie. Je m'appelle Callie Morgan, salle 1B, si vous voulez venir. Elle hésita, puis ajouta, s'il vous plaît. Avant que Wan puisse répondre, la jeune fille retourna en courant vers la surveillante, qui jeta un regard méfiant dans sa direction. Il reporta rapidement son attention sur son téléphone, feignant d'être occupé jusqu'à ce que son chauffeur arrive avec la voiture de remplacement, 15 minutes plus tard. Wa était sur la banquette arrière d'une autre berline noire, en route pour la réunion qu'il avait reportée. Mais son esprit n'était pas au contrat ni aux chiffres. Au lieu de cela, il voyait des yeux marrons le suppliant de lui donner quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé d'offrir à personne, son temps. Wa n'avait pas de famille. Ses parents s'étaient séparés alors qu'il n'avait que 3 ans. Sa mère, une serveuse qui cumulait 2 emplois pour le soutenir, était morte d'un cancer au début de sa vingtaine, le laissant seul au monde. Avec seulement une idée prometteuse et une détermination inébranlable, Wa avait transformé une start-up de garage en un empire technologique. Son ascension fulgurante pour devenir milliardaire avant 30 ans avait fait de lui l'un des visages les plus reconnus du monde des affaires, la personnification du rêve américain, le garçon pauvre qui n'avait jamais connu son père et qui avait changé son propre destin. Ses relations n'étaient que professionnelles, ses amitiés, au mieux, superficielles. « Monsieur Barrett, nous sommes arrivés », l'informa le chauffeur, interrompant ses pensées. Le siège social de Barrett Enterprises se dressait majestueusement contre le ciel de l'après-midi, 40 étages de verre et d'acier, un monument à sa réussite, d'une manière ou d'une autre, pour la première fois, il lui parut vide. Le reste de la journée se passa dans un brouillard. Wa parlait quand c'était nécessaire, signait des documents, prenait des décisions, mais une partie de son esprit revenait sans cesse à cet instant devant le portail de l'école. « Pouvez-vous être mon père, juste pour un jour ?» À quel point une enfant devait-elle être désespérée pour aborder un étranger avec une telle demande? À quoi faisait-elle face quotidiennement pour en arriver là? Ce soir-là, dans son appartement-terrasse, Wa se versa un whisky et se dirigea vers la fenêtre. La ville scintillait en contrebas. Des millions de lumières, des millions de vies interconnectées. Quelque part dans cette immensité urbaine se trouvait une petite fille nommée Callie Morgan, probablement allongée dans son lit, sachant déjà que demain, elle affronterait une autre journée de moquerie. Wa prit sa tablette, et presque sans réfléchir, tapa le nom de l'école dans le moteur de recherche. La page officielle apparut immédiatement, École primaire Rose Hill, construire l'avenir de la communauté. Quelques clics révélèrent le calendrier des événements. Et c'était là, journée père-enfant, 14 heures, gymnase de l'école. Ce serait fou, complètement irrationnel. Il avait 3 réunions importantes prévues pour le lendemain. Des gens comptaient sur sa présence, sur ses décisions. Mais l'image de ses yeux marrons ne le quittait pas. Wa prit le téléphone et composa le numéro de son assistante, Margot. « J'ai besoin que vous réorganisiez mon emploi du temps pour demain après-midi. »« Monsieur Barrett ?» La surprise dans sa voix était évidente. En 5 ans de collaboration, il n'avait jamais demandé de changement de dernière minute sans une raison majeure. « Un engagement personnel est survenu », expliqua-t-il, sachant à quel point cela sonnait étrange. Wa Barrett n'avait pas d'engagement personnel. Y a-t-il un problème, monsieur? Non, Margot. En fait, c'est peut-être tout le contraire. Après avoir raccroché, Wa retourna à la fenêtre. Le whisky dans son verre restait intact. Pour la première fois depuis des années, peut-être pour la première fois depuis qu'il était adulte, il était sur le point de faire quelque chose de purement impulsif, non par stratégie, non par calcul, non par obligation. Les mots résonnaient sans cesse. Pour une raison qu'il ne pouvait expliquer,
Cette simple phrase avait percé l'armure qu'il s'était forgée au fil des décennies. Une petite fille inconnue, avec un sac à dos lilas et des yeux pleins d'espoir, avait trouvé une fissure dans l'armure que même ses plus proches partenaires n'avaient pu pénétrer. En se préparant à se coucher, Wa essaya de se convaincre qu'il faisait simplement une bonne action. Le genre de geste qui ferait une bonne histoire à raconter lors d'un dîner de charité. J'ai aidé un enfant dans le besoin une fois. Mais au fond de lui, il savait qu'il y avait quelque chose de plus. Il y avait quelque chose chez cette fille qui touchait Wa profondément. Peut-être ses yeux pleins d'espoir, ou le courage d'aborder un étranger avec une demande si sincère. Ou peut-être, à un niveau qu'il pouvait à peine s'avouer, c'était parce qu'il comprenait. Il avait aussi grandi sans père, faisant face aux mêmes questions, aux mêmes regards, aux mêmes moqueries. La différence était que personne ne s'était présenté pour lui tenir la main quand il en avait le plus besoin, juste pour un jour. Les mots résonnaient dans son esprit. Un jour pouvait signifier tant de choses pour cet enfant. Un jour pouvait changer quelque chose, même de petit. Un jour que lui, ou à Barrett, pouvait donner. Ce n'était pas une décision calculée. Ce n'était pas un mouvement stratégique. C'était purement humain, purement instinctif, quelque chose que le jeune milliardaire s'autorisait rarement. Le sommeil tarda à venir, et quand il arriva enfin, Wa rêva d'une école primaire, d'enfants qui riaient, et d'une petite main tenant la sienne alors qu'ils marchaient ensemble dans la cour de récréation. Le lendemain matin, alors que son chauffeur naviguait dans le trafic de la ville, Wa regardait par la fenêtre avec un étrange sentiment d'anticipation. Il avait choisi un costume moins formel, optant pour un blazer bleu marine et un pantalon gris. Plus approprié pour une fête d'école, pensa-t-il. « Où allons-nous, monsieur » demanda le chauffeur. Wa n'hésita qu'une seconde. « École primaire Rose-Hill » répondit-il, le nom sonnant étranger sur sa langue. « Et annuler mes rendez-vous jusqu'à la fin de l'après-midi. » Le chauffeur hocha la tête, sans montrer de surprise. Des années de service lui avaient appris à ne pas questionner les destinations ou les décisions de son patron. Alors que la voiture traversait les rues, quittant progressivement les gratte-ciel du centre-ville pour des quartiers plus simples, Wa se demanda ce qu'il dirait en arrivant. Comment expliquerait-il sa présence? Et si la mère de la fille était là? Que se passerait-il quand il découvrirait qu'il était un parfait inconnu? Mais par-dessus toutes ces questions, une se démarquait. Pourquoi faisait-il cela? La réponse restait floue. Mais il y avait une certitude grandissante dans sa poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, Wa Barrett ne suivait pas la logique du marché, ni une stratégie commerciale, ni le chemin le plus efficace, mais quelque chose qu'il reconnaissait à peine en lui-même, une impulsion du cœur. Wa fit arrêter la voiture de l'autre côté de la rue, observant l'activité devant le portail de l'école. Père et enfant arrivaient en un flot constant. Certains hommes portaient des costumes, venant directement du travail. D'autres étaient en tenue décontractée, jeans et t-shirts avec des logos d'équipes sportives. Il prit une profonde inspiration, ajusta le col de sa chemise et vérifia sa montre. 14 heures pile. D'un dernier regard dans le rétroviseur, il sortit de la voiture. À l'intérieur, Callie attendait sur un banc en bois dans le hall principal, ses jambes se balançant sans toucher le sol. À chaque nouvel adulte qui entrait, elle tendait le cou, ses yeux anxieux cherchant un visage qu'elle n'était pas sûre de voir venir. Callie Morgan, la voix de Madame Johnson retentit doucement derrière elle. « Ta mère a appelé pour dire qu'elle est au travail, mais qu'elle viendra dès qu'elle le pourra, » dit-elle en passant une main dans les cheveux de la fillette. « On va au gymnase avec les autres » Callie hésita. Si elle allait au gymnase maintenant, seule, tout le monde le verrait. Tommy et ses amis étaient déjà là, chacun avec leur père, montrant fièrement les adultes qui les accompagnaient. Elle pouvait attendre un peu plus longtemps, se donner une dernière chance. « Je peux rester ici juste 5 minutes de plus » demanda-t-elle, sa voix presque un murmure. Madame Johnson regarda l'horloge murale. « 5 minutes, accepta-t-elle. Ensuite, nous devons y aller. D'accord » Callie hocha la tête, reportant son attention sur la porte. 4 minutes. 3-2. La porte s'ouvrit, un instant, le soleil créa une silhouette dorée autour d'une grande silhouette. Callie plissa les yeux, incertaine. Et puis il était là. Wa Barrett entra dans le couloir de l'école, complètement déplacé dans son blazer bleu marine parfaitement coupé. Ses yeux balayèrent la pièce jusqu'à ce qu'il rencontre les siens. « Callie !» Son visage s'illumina. En un instant, elle sauta du banc et courut vers lui. « Vous êtes venu !» s'exclama-t-elle, s'arrêtant à quelques mètres, soudainement timide. « Je pensais que vous ne viendriez pas. » Wa s'agenouilla pour être à sa hauteur, sentant le regard curieux de Madame Johnson à distance.
J'ai dit que je viendrais, n'est-ce pas, répondit-il avec un demi-sourire. Un instant, ils se regardèrent, deux étrangers unis par une promesse improbable. Puis, dans un geste qui les surprit tous les deux, Cali lui tendit la main. La fête a déjà commencé. Il faut aller au gymnase. Wa prit la petite main dans la sienne, ensemble, ils descendirent le couloir, passant devant Madame Johnson qui observait la scène avec une expression perplexe. Madame Johnson, voici mon père, présenta Cali avec une confiance qui n'existait pas la veille. Wa tendit sa main libre. Wa Barrett, enchanté de vous rencontrer. Jennifer Johnson, répondit l'enseignante en lui serrant la main. Je ne crois pas que nous nous soyons rencontrés lors des réunions de parents. Malheureusement, mes engagements professionnels coïncidant rarement avec les horaires de l'école, improvisa Wa. Mais je suis heureux d'avoir pu être ici aujourd'hui. Avant que la conversation ne puisse s'aventurer en terrain dangereux, Cali tira sur sa main. Viens, je ne veux pas rater la course en sac. Le gymnase était décoré de ballons colorés et de bannières proclamant « Joyeuse fête père-enfant ». Des stations d'activité étaient dispersées dans l'espace, une pour la peinture sur t-shirt, une autre pour la construction avec des blocs, une piste improvisée pour la course en sac, et une zone avec des tables pour les collations. Quand ils entrèrent, plusieurs têtes se tournèrent. Cali marchait la tête haute, sa petite main tenant fermement celle de Wa. Elle le mena directement à la station de peinture. Nous devons faire des t-shirts assortis, expliqua-t-elle sérieusement. C'est une tradition. Wa observa les autres pères et enfants, tous concentrés à peindre des t-shirts blancs avec de la peinture colorée. Certains dessinaient des super-héros, d'autres écrivaient des messages comme le meilleur papa du monde. Que devrions-nous peindre ? Demanda-t-il en prenant un pinceau. Cali réfléchit un instant. Une étoile pour toi et une étoile pour moi, décida-t-elle, parce que les étoiles brillent dans le noir et ne sont jamais seules dans le ciel. Quelque chose se serra dans la poitrine de Wa. Comment une fillette de 5 ans pouvait-elle formuler une pensée si profonde ? Il hocha la tête, incapable de parler pendant un instant. Ils travaillèrent côte à côte, peignant de grandes étoiles dorées sur leur t-shirt. Celle de Wa était maladroite, avec des points inégales. Celle de Cali était encore plus de travers, mais elle sourit de fierté en terminant. Maintenant, nous sommes une équipe d'étoiles, déclara-t-elle. Wa rit, se surprenant lui-même. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait vraiment ri, sans en calculer l'effet lors d'une réunion ou d'un événement social. De la peinture sur t-shirt, ils passèrent à la course en sac. Wa, qui commandait des réunions de conseil d'administration avec une autorité absolue, sautillait maintenant maladroitement dans un sac en toile de jute, provoquant les rires de Cali et les regards amusés des autres pères. « Tu dois sauter plus vite !» cria-t-elle, déjà en avance, sautillant avec la coordination surprenante d'une enfant de 5 ans. Wa fit un effort, déterminé à ne pas la décevoir. Finalement, ils terminèrent 4e sur 8 paires, ce que Cali considéra comme une victoire absolue. « Tu vois, on a presque gagné », dit-elle, essoufflée et rayonnante. L'après-midi se poursuivit avec la construction de tours de blocs. La leur s'effondra de manière spectaculaire, provoquant plus de rires. Du dessin avec des crayons de cire, Cali fit un portrait de lui qui ressemblait plus à un extraterrestre. Et enfin, une collation de sandwichs, de fruits et de jus. Assis à une table basse, Wa regardait Cali manger son sandwich au beurre de cacahuète, laissant des miettes partout. Il y avait une légèreté en elle maintenant, si différente de la fillette triste qui l'avait approchée la veille. « Tu t'es amusé » demanda-t-elle entre deux bouchées. « Beaucoup » répondit-il honnêtement. Et c'était vrai. Les réunions manquées, les emails sans réponse, les décisions reportées. Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Pour la première fois depuis des années, Wa Barrett était pleinement présent dans l'instant, ne pensant pas au prochain coup, à la prochaine affaire, au prochain problème à résoudre. « Tommy a dit que tu n'étais pas mon vrai papa », commenta Cali nonchalamment en regardant sa brique de jus, mais je lui ai dit qu'il avait tort. Wa sentit une boule dans sa gorge. « Et qu'est-ce qu'il a dit après ça ?»« Rien. Il s'est tu après que tu as gagné au jeu de lancer d'anneaux. » Elle sourit. « Tu l'as lancé très loin. » Un photographe engagé par l'école circulait dans l'événement, capturant des moments entre père et enfant. Quand il s'approcha d'eux, Cali se redressa immédiatement. « On peut avoir une photo ?» demanda-t-elle au photographe, qui hocha la tête. Cali se positionna à côté de Wa, aussi sérieuse que si elle posait pour un portrait officiel. « Souris » lui ordonna-t-elle à voix basse. Le flash crépita une fois, 2 fois.
Sur la deuxième photo, Wa passa son bras autour des petites épaules de Kali, et ils sourirent tous les deux sincèrement. J'aimerais une copie de celle-ci, dit Wa au photographe. Les deux, s'il vous plaît. Alors que l'après-midi avançait, d'autres activités furent accomplies. À un moment donné, Wa remarqua qu'il était observé par quelques mères et un ou deux pères. Peut-être se demandait-il qui était cet homme au costume cher qu'il n'avait jamais vu auparavant. Ou peut-être remarquait-il simplement à quel point il semblait déplacé, essayant de s'intégrer dans un monde de simplicité et de joie enfantine. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. La seule opinion qui comptait pour lui était celle de la petite fille qui le tirait maintenant vers la dernière activité, une danse en cercle qui laissa Wa complètement maladroit mais fit hurler de rire Kali. Quand l'horloge sonna 16h30, Madame Johnson annonça la fin de la fête. Parents et enfants commencèrent à se dire au revoir, récupérant leurs créations et leurs affaires. Kali et Wa se dirigèrent vers le portail principal, chacun portant son t-shirt fraîchement peint. Une secrétaire de l'école lui tendit une enveloppe avec les photos imprimées sur le champ. « Merci d'être venu, » dit Kali, sa voix soudainement petite à nouveau. C'était la meilleure journée. Wa s'agenouilla devant elle. « Merci de m'avoir invité, » répondit-il, surpris par la sincérité de sa propre voix. Kali hésita, puis demanda, « Tu peux venir un autre jour aussi ?» La question resta en suspens entre eux. Wa savait qu'il devait dire non. C'était l'accord. Un jour, juste un. Revenir dans sa vie compliquerait tout. Cela créerait des attentes. Cela ouvrirait des portes qu'il ne savait pas s'il pourrait garder ouvertes. Mais en regardant dans ses yeux pleins d'espoir, en se souvenant de la joie pure de ses heures, Wa Barrett, le milliardaire qui ne prenait jamais de décision sans en analyser tous les angles, répondit avec son cœur. « Oui, » dit-il en souriant. « J'aimerais beaucoup ça. » Le sourire qui illumina le visage de Kali valait plus que n'importe quelle affaire qu'il avait jamais conclue. Elle se jeta dans ses bras dans un câlin impulsif, un instant, tout dans le monde sembla parfaitement juste. En se séparant, elle demanda « Promis ?» « Promis », répondit Wa, sachant que pour la première fois depuis longtemps, il faisait une promesse qu'il était déterminé à tenir, quel qu'en soit le coût. Les samedis prirent un nouveau sens pour Wa Barrett. Auparavant, ce n'était qu'un autre jour pour travailler sans le tracas des réunions, des heures tranquilles dans son bureau pentouses à analyser des rapports et à planifier de nouvelles acquisitions. Maintenant, c'étaient des jours de parc, de glace et de conversation avec une fillette de 5 ans qui, d'une manière inexplicable, était devenue importante dans sa vie. 3 samedis s'étaient écoulés depuis la fête de l'école. Le premier, Wa emmena Kali au zoo. Elle n'avait jamais vu d'éléphant de près et fut si émerveillée qu'elle insista pour rester devant l'enclos pendant près d'1 heure. Le deuxième, ils allèrent au cinéma voir un film d'animation sur des robots avec des sentiments. Kali mangea du pop-corn jusqu'à en avoir mal au ventre, mais assura que cela en valait la peine. Le troisième, un jour de pluie les conduisit au musée des sciences, où elle courut d'exposition en exposition, absorbant tout avec des yeux avides. À chaque rencontre, la routine était la même. Wa venait chercher Kali à la porte du petit appartement au 2e étage d'un immeuble simple. Elle attendait déjà, habillée et anxieuse, tenant parfois un dessin qu'elle avait fait spécialement pour lui. Une femme, vraisemblablement sa mère, se contentait de faire un rapide signe de la main depuis la porte entr'ouverte, sans se présenter ni engager la conversation. À leur retour, c'était la même chose. Un merci rapide, une porte qui se ferme, et Wa retournait dans son monde de verre et d'acier, emportant avec lui des souvenirs de rires d'enfants et de questions étonnamment profondes. Le 4e samedi, quelque chose changea. Wa se tenait devant l'immeuble de briques usées. La peinture des fenêtres s'écaillait et la rampe d'entrée était légèrement tordue, mais l'endroit était propre et bien entretenu, dans les limites d'un quartier ouvrier. Il vérifia l'heure, 9h30 précise, comme il l'avait convenu. Il monta les escaliers jusqu'au 2e étage et frappa à la porte de l'appartement 2B. Il entendit des pas rapides et excités, ceux de Kali certainement, puis une voix d'adulte disant quelque chose à voix basse. La porte s'ouvrit, pour la première fois, ce ne fut pas Kali qui l'accueillit, mais une jeune femme. Elle était quelques centimètres plus petite que lui, avec des cheveux bruns attachés en un simple chignon. Des cernes marquaient ses yeux, qui étaient de la même teinte marron intense que ceux de Kali. Elle portait un jean délavé et un chemisier bleu clair, simple mais impeccablement propre. « Monsieur Barrett ?» demanda-t-elle en tendant la main. « Je suis Tessa Morgan, la mère de Kali. » Wa lui serra la main, remarquant les callosités et la peau légèrement rugueuse, des mains qui travaillaient dur. « Wa, s'il vous plaît, répondit-il. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin formellement.
De même, dit Tessa sans sourire. Il y avait de la prudence dans ses yeux, la réserve naturelle d'une mère célibataire face à l'étranger qui s'était inexplicablement intéressé à sa fille. Callie est en train de finir de se préparer. Voulez-vous entrer un instant? L'invitation prit Wa par surprise. Les samedis précédents, il n'avait pas franchi le seuil. Il hocha la tête et entra dans le petit appartement. L'espace était compact mais organisé avec précision. Un petit salon avec un canapé d'occasion recouvert d'une couverture colorée. Une table basse avec une pile de livres pour enfants. Au mur, des dessins de Callie encadrés de cartons colorés. La cuisine était visible à travers un comptoir, petite avec de vieux appareils mais impeccablement propre. Un café, offrit Tessa, indiquant une chaise à la table de la cuisine. Ce serait super, répondit Wa en s'asseyant. Tessa se déplaça dans la cuisine avec efficacité, comme quelqu'un qui connaît chaque centimètre de l'espace. Pendant que la cafetière fonctionnait, un silence inconfortable s'installa entre eux. Callie a beaucoup parlé de vous, dit finalement Tessa, brisant le silence. Apparemment, vous connaissez tous les noms des dinosaures et pourquoi le ciel est bleu. Wa sourit. J'ai dû chercher les dinosaures la veille, et l'explication sur le ciel était assez simplifiée. Tessa posa une tasse de café devant lui. Il n'y avait ni crème ni sucre, et il n'en demanda pas. Puis-je demander, commença-t-elle en s'asseyant en face de lui, pourquoi un homme comme vous passe ses samedis avec une fillette de 5 ans? La plupart des milliardaires ne traînent généralement pas dans les aires de jeu ou les files d'attente pour une glace. La question était directe, mais le ton n'était pas accusateur, juste curieux et peut-être légèrement inquiet. Wa réfléchit attentivement avant de répondre. La vérité semblait la seule option. Callie m'a approché devant l'école, la veille de la journée père-enfant. Elle a demandé si je pouvais faire semblant d'être son père pour un jour. Il observa l'expression de Tessa, cherchant des signes de choc ou de colère, mais elle se contenta d'écouter attentivement. Je sais que ça semble étrange, mais quelque chose dans cette demande, ça m'a touché. J'ai grandi sans père aussi. Je sais à quel point c'est difficile. Tessa prit une gorgée de son propre café, ses yeux ne quittant jamais les siens. Alors vous vous êtes présenté à la fête, conclut-elle. Oui. Le plan était juste d'y aller cette seule fois, mais quand elle a demandé si je pouvais revenir, Wa haussa les épaules. Je ne pouvais pas dire non. Tessa hocha lentement la tête, traitant l'information. Wa. La voix de Callie brisa le moment alors qu'elle entrait en courant dans la cuisine, déjà vêtue d'un jean et d'un t-shirt violet avec une licorne dessus. Elle s'arrêta en voyant Wa. Tu as déjà rencontré ma maman? Oui, nous faisions justement connaissance, répondit Wa en souriant à la fillette. On va au parc d'attractions aujourd'hui? Demanda Callie, sautillant presque d'excitation. Si ta mère est d'accord, répondit Wa en regardant Tessa. Tessa observa sa fille, remarquant l'étincelle dans ses yeux, l'excitation qui lui manquait depuis si longtemps. Puis elle regarda Wa, l'évaluant. Soyez de retour pour 17h, dit-elle finalement. Et pas trop de sucre. Elle devient impossible. Maman, protesta Callie, mais son sourire était radieux. Après leur départ, Tessa regarda par la fenêtre tandis que Wa aidait Callie à monter dans la voiture, s'assurant que sa ceinture de sécurité était bien attachée. Il y avait du soin dans ses gestes, une attention authentique difficile à simuler. Tessa n'était pas naïve. Elle savait qu'elle devrait se méfier. Les hommes riches n'entrent pas simplement dans la vie des familles pauvres sans raison. Mais elle voyait aussi le changement chez sa fille, la confiance renouvelée, la fierté quand elle parlait de son ami Wa. Les cauchemars avaient diminué, et elle ne pleurait plus avant d'aller à l'école. L'appartement devint silencieux après leur départ. Tessa retourna à la pile de vêtements à repasser, son deuxième emploi consistant à faire des travaux de couture et de repassage pour compléter son salaire de femme de ménage. Ses mains étaient calleuses et son dos lui faisait constamment mal, mais elle ne se plaignait jamais. Il n'y avait ni temps ni espace pour la faiblesse dans sa vie. En travaillant, elle pensa à Wa Barrett. Elle l'avait cherché sur Google après le premier samedi, quand Callie était rentrée en parlant sans arrêt de son nouvel ami. Jeune milliardaire autodidacte, discret, pas de scandale, pas de femme, pas d'enfant. Que voulait-il d'une fillette de 5 ans d'un quartier pauvre? Mais la réponse qu'il avait donnée, sur le fait d'avoir grandi sans père, d'avoir été touché par la demande de Callie, semblait sincère. À 17h précise, la voiture de Wa s'arrêta de nouveau devant l'immeuble. Tessa observa par la fenêtre tandis qu'il accompagnait Callie jusqu'à la porte, portant un petit ours en peluche qui venait probablement du parc d'attractions.
Callie parlait sans arrêt, gesticulant avec enthousiasme, et Wa écoutait avec une attention sincère, hochant la tête et riant au bon moment. Quand ils frappèrent à la porte, Tessa ouvrit et Callie se lança immédiatement dans le récit de ses aventures. « Maman, on est allé sur les montagnes russes. Enfin, les petites, parce que Wa a dit que les grandes ne sont pas encore pour mon âge, mais c'était quand même génial, et j'ai gagné cet ours au lancer d'anneaux. Mais Wa a un peu aidé. » Tessa sourit à sa fille, lui caressant les cheveux. « Va ranger tes affaires, ma chérie. Je dois parler à Monsieur Barrett une minute. » Callie regarda entre eux, hésitante, mais obéit, emmenant son nouvel ours dans sa chambre. Dans le couloir, Tessa fit face à Wa directement. « Elle est heureuse, dit-elle simplement. Plus heureuse que je ne l'ai vue depuis longtemps. » Wa hocha la tête. « C'est une enfant extraordinaire. » « Elle l'est, acquiesça Tessa. « Alors, après une pause, samedi prochain, peut-être aimeriez-vous dîner avec nous après votre sortie? Rien de sophistiqué, juste des spaghettis et de la sauce. » Mais Callie aimerait ça. L'invitation resta en suspens entre eux, lourde de sens. Ce n'était pas juste un dîner. C'était une ouverture, une tentative réticente de laisser cet étranger entrer un peu plus loin dans leur vie. « Je serais honoré, » répondit Wa, réalisant qu'il le pensait vraiment. Tessa hocha la tête, sans sourire, mais ses yeux s'étaient adoucis. 19 heures. Alors que Wa descendait les escaliers, il sentit une étrange légèreté. Derrière lui, dans un simple appartement du 2e étage, une mère fatiguée serrait dans ses bras une petite fille excitée, écoutant des histoires sur une journée parfaite. Deux vies qui étaient maintenant, d'une manière ou d'une autre, entrelacées avec la sienne. Le lundi se leva gris, avec des nuages lourds promettant la pluie. Wa arriva au siège de Barrett Enterprises plus tôt que d'habitude. Il aimait le silence du bâtiment avant que le flot de cadres, d'analystes et d'assistants n'envahisse les couloirs avec le bourdonnement des affaires et de l'ambition. À 6h30 du matin, le hall principal était encore vide, à l'exception des gardes de sécurité qui le saluèrent avec respect. Il leur rendit leur salut, se dirigeant vers l'ascenseur privé qui le mènerait directement au 40e étage, le sommet du bâtiment, où son bureau occupait la moitié de l'espace. La réunion avec les investisseurs japonais était prévue pour 9h, et il voulait revoir les chiffres une dernière fois. L'acquisition du réseau de technologie solaire était importante, non seulement pour le profit immédiat, mais pour la direction qu'elle donnerait à l'entreprise dans les années à venir. L'ascenseur montait en douceur. Wa ajusta sa cravate, pensant à la manière dont il expliquerait le changement de stratégie au conseil d'administration. Certains des membres les plus conservateurs ne verraient pas d'un bon œil l'investissement dans l'énergie durable. Pour eux, Barrett Enterprises devait s'en tenir au secteur financier et immobilier, où les profits étaient prévisibles. Mais Wa avait d'autres plans. Peut-être était-ce le temps passé avec Callie, à écouter ses préoccupations innocentes sur les ours polaires et les forêts. Ou peut-être était-ce simplement une vision plus claire de l'avenir. Quoi qu'il en soit, il était déterminé à orienter au moins 30% des investissements de l'entreprise vers les technologies vertes au cours des 5 prochaines années. L'ascenseur s'arrêta au 35e étage. Les portes s'ouvrirent, révélant un couloir partiellement éclairé. Étrange. Cet étage abritait le service juridique, et il était rare que quelqu'un arrive avant 8 heures. Wa hésita, sur le point d'appuyer sur le bouton pour continuer à monter, quand il remarqua un mouvement au bout du couloir. Une silhouette en uniforme gris poussait un chariot de nettoyage. Le personnel d'entretien, probablement. Par impulsion, il retint la porte de l'ascenseur et sortit. Il traverserait le 35e étage et prendrait l'ascenseur régulier plus tard. Une inspection surprise maintenait toujours tout le monde sur le qui-vive. Le couloir sentait le produit de nettoyage, un subtil parfum d'agrumes. Le sol en marbre brillait sous les lumières qui s'allumaient automatiquement à son passage. En marchant, il pouvait entendre le doux bourdonnement d'un aspirateur dans l'une des salles de réunion. Arrivé à la porte ouverte, Wa s'arrêta. Dos à lui, une femme aspirait méticuleusement sous la longue table de conférence. Ses cheveux bruns étaient recouverts d'une charlotte, et elle se déplaçait avec l'efficacité de quelqu'un qui connaît bien son travail. Il y avait quelque chose de familier en elle, la façon dont elle bougeait, la posture de ses épaules. Comme si elle sentait sa présence, la femme éteignit l'aspirateur et se retourna. Ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance et de choc. Les siens reflétaient probablement la même expression. « Tessa !» Elle resta immobile un instant, puis redressa les épaules. « Monsieur Barrett !» Le silence qui suivit était épais, rempli de questions non posées. Wa essaya de traiter l'information.
Tessa, la mère de Kali, travaillant comme femme de ménage dans son immeuble. Depuis combien de temps? Comment ne l'avait-il jamais remarqué? Vous travaillez ici, dit-il finalement. Une affirmation, pas une question. Depuis 3 ans, répondit Tessa, sa voix calme mais tendue. L'équipe de nuit, de 4h à 10h. L'entreprise de nettoyage sous-traitante m'a placé dans ce bâtiment. Wa hocha lentement la tête, absorbant l'information. C'est pourquoi elle avait toujours l'air fatiguée. Elle travaillait dès le petit matin, dormait probablement quelques heures pendant la journée pendant que Kali était à l'école, puis s'occupait de sa fille l'après-midi et le soir. Et elle faisait encore des travaux de couture et de repassage supplémentaires, comme elle l'avait mentionné nonchalamment lors du dîner du samedi précédent. Je ne savais pas, dit-il. Il n'y avait aucun moyen que vous le sachiez, répondit Tessa en remettant l'aspirateur en marche. Nous avons des ordres pour finir avant l'arrivée des cadres. Wa resta là, ne sachant pas quoi dire ni quoi faire. La dynamique entre eux avait radicalement changé. Il n'était plus seulement l'homme riche qui était entré par hasard dans la vie de sa fille. Maintenant, il était son employeur, indirectement, mais un employeur quand même. Je dois finir les tâches pour 7 heures, dit Tessa, sa voix professionnelle. Puis-je vous aider, monsieur Barrett? La formalité le piqua plus que Wa ne s'y attendait. Non, je ne faisais que passer, répondit-il, se sentant déplacé. Continuez votre travail. Il quitta la pièce, se dirigeant vers l'ascenseur à pas rapides. En montant vers son étage, un étrange sentiment l'envahit, mi-culpabilité, mi-colère contre lui-même. Comment n'avait-il jamais remarqué les gens qui faisaient tourner son empire? Combien d'autres, comme Tessa, travaillaient dans l'ombre, invisibles pour lui et pour tous ceux qui occupaient les luxueux bureaux? La journée se passa dans un flot. Wa mena la réunion avec les investisseurs japonais en pilote automatique, son corps présent mais son esprit revenant sans cesse à l'image de Tessa nettoyant le sol sur lequel il marchait tous les jours. À 10h du matin, alors qu'il aurait dû être en réunion de conseil, Wa descendit au sous-sol où se trouvait le service de maintenance et de nettoyage. Le superviseur, un homme d'âge moyen nommé Harris, devint visiblement nerveux en voyant le PDG arriver à l'improviste. « Monsieur Barrett, y a-t-il un problème avec le nettoyage de votre étage ?» « Non, Harris. Tout est impeccable, comme toujours, répondit Wa. En fait, je veux des informations sur une employée. Tessa Morgan. Harris fronça les sourcils, sortant une tablette. Morgan, oui, sous-traitée de CleanPro. Elle est avec nous depuis 3 ans et 2 mois. Y a-t-il un problème avec elle? Au contraire. Je veux connaître ses conditions de travail. Pendant les 20 minutes suivantes, Wa entendit parler des horaires, des salaires et des avantages, ou de leur absence, des employés sous-traités. Il apprit que Tessa gagnait à peine plus que le salaire minimum, sans assurance maladie adéquate, sans congé payé, sans sécurité ni perspective d'avancement. Elle ne s'est jamais plainte, ajouta Harris, comme si c'était le plus grand des éloges. Toujours ponctuelle, toujours efficace. Wa quitta le service avec une nouvelle résolution. Il ne pouvait pas changer la situation de Tessa directement sans attirer une attention excessive sur elle, mais il pouvait changer le système qui la maintenait dans cette position. En fin d'après-midi, après des heures de réunion et d'appel, Wa demanda à Margot, son assistante, de trouver Tessa avant qu'elle ne quitte le bâtiment. La conversation devait avoir lieu. Il n'y avait pas moyen de l'éviter. À 22h15, Tessa entra dans son bureau, portant encore son uniforme gris, maintenant recouvert d'un simple manteau. Son visage montrait la fatigue d'un long-service, mais ses yeux gardaient la dignité que Wa avait remarquée auparavant. « Vous vouliez me voir » dit-elle, n'en faisant pas une question. Wa indiqua une chaise, mais Tessa resta debout. « Je préfère rester debout. » De quoi s'agit-il? Qu'elle y va bien? Qu'elle y va bien, pour autant que je sache, répondit Wa. Je voulais parler de ce que j'ai découvert aujourd'hui. Tessa croisa les bras. Il n'y a rien à dire. Je travaille ici. Vous possédez le bâtiment. Une coïncidence. Ce n'est pas juste une coïncidence, Tessa. Vous nettoyez l'étage où se trouve mon bureau tous les matins depuis 3 ans, et je ne l'ai jamais remarqué. Et pourquoi l'auriez-vous fait? La question n'était pas amère, juste réaliste. Les gens comme vous remarquent rarement les gens comme moi. Nous faisons partie de l'infrastructure, comme la plomberie ou le câblage électrique. Vous ne remarquez que lorsque quelque chose ne fonctionne pas. Wa encaissa le coup, reconnaissant la vérité dans ses paroles. « Je veux changer ça, dit-il. Pas seulement pour vous, mais pour tous les employés sous-traités.
Tessa pencha la tête, le jaugeant. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Pour commencer, je vais résilier le contrat avec CleanPro et internaliser tous les services de maintenance. Des salaires équitables, des avantages complets, des opportunités de croissance. Pourquoi? Demanda Tessa, son regard perçant. À cause de Cali? Parce que vous me connaissez maintenant? Wa hésita. En partie, Admil. Le fait de vous connaître, vous et Cali, m'a fait voir quelque chose que j'aurais dû remarquer avant. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est la bonne chose à faire. Tessa décroisa les bras, sa posture se détendant légèrement. Je n'ai pas besoin de pitié. Je veux juste que ma fille ait des opportunités, dit-elle fermement, les yeux fixés sur les siens. Le travail acharné ne me dérange pas. Il ne m'a jamais dérangé. Je ferai tout ce qu'il faut pour qu'elle ait une vie meilleure que la mienne. Il y avait de la fierté dans sa voix et une détermination que Wa admirait profondément. Ce n'était pas une femme qui demandait de l'aide ou des faveurs. C'était une guerrière protégeant l'avenir de sa fille. Ce n'est pas de la pitié, l'assura-t-il. C'est du respect. Tessa étudia son visage pendant un long moment, puis hocha la tête de manière à peine perceptible. Alors, faites ce que vous pensez devoir faire avec votre entreprise, dit-elle. Mais je ne veux pas de traitement de faveur. Si je continue à travailler ici, ce sera pour les mêmes raisons qu'avant. Parce que je fais du bon travail et que j'ai besoin du salaire. Compris? Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta, la main sur la poignée de la porte. Et pour Cali? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Wa n'avait pas envisagé cet aspect. Comment cela changerait-il sa relation avec la jeune fille? Rien ne change, répondit-il. Si vous êtes d'accord, je continuerai à lui rendre visite le samedi. Cela n'a rien à voir avec le travail. Après un moment d'hésitation, Tessa hocha la tête. Elle serait dévastée si vous disparaissiez maintenant. Puis elle partit, fermant doucement la porte derrière elle. Dans les semaines qui suivirent, Wa mit sa promesse en pratique, bien que plus discrètement qu'il ne l'avait initialement prévu. Au lieu d'une grande annonce d'entreprise, il mit en œuvre des changements progressifs qui n'attiraient pas une attention spécifique sur Tessa. D'abord, l'équipe de nettoyage reçut de nouveaux équipements, des aspirateurs plus légers et plus efficaces, des produits moins toxiques, des chariots plus ergonomiques. De petites améliorations qui rendaient le travail moins pénible. Puis, sans fanfare, il révisa la politique d'embauche des sous-traitants, stipulant des conditions minimales que les entreprises devaient offrir à leurs employés, y compris une assurance maladie de base et un transport sûr pour ceux qui travaillaient de nuit. Lors d'une réunion du conseil, il présenta un plan pour internaliser progressivement les services de maintenance et de nettoyage, argumentant avec des chiffres froids sur l'efficacité et la rétention des talents. Le conseil approuva, ignorant la véritable motivation derrière la proposition. Pour Cali, des cadeaux anonymes commencèrent à arriver à l'école. Des livres pour enfants avancés que Wa savait qu'elle adorerait, une tablette éducative avec des jeux de mathématiques et de sciences, du matériel d'art de qualité professionnelle. Quand Tessa interrogeait sa fille sur les cadeaux, Cali souriait simplement et disait « Madame Johnson a dit qu'il venait de donateurs pour les enfants qui sont bons en sciences. » À l'appartement, des livraisons mystérieuses arrivèrent. Un nouveau réfrigérateur quand l'ancien tomba en panne. Un panier hebdomadaire de fruits et légumes frais que l'école envoyait dans le cadre d'un programme de nutrition. Des fournitures scolaires qui restaient de la collecte de dons de l'entreprise. Wa savait qu'il ne pourrait pas faire cela indéfiniment. Tessa était trop observatrice pour ne pas le remarquer. Et en effet, un jeudi soir, après un mois de ces petites interventions, son téléphone sonna. « Je sais ce que vous faites », dit Tessa sans préambule quand il répondit. Wa n'essaya pas de nier. « Et ça vous dérange ? Je ne veux pas de charité. »« Ce n'est pas de la charité, » répondit-il. « Considérez cela comme un investissement dans l'avenir. »« L'avenir de qui ?» Sa voix était pleine de défis, mais il n'y avait pas de réelle colère. « Celui de Cali. »« Le vôtre. »« Le mien. » Il y eut un long silence. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement, sa voix plus douce. Wa envisagea plusieurs réponses élaborées, des justifications logiques pour ses actions. Mais à la fin, il opta pour la simple vérité. « Parce que vous comptez pour moi. » Un autre silence. Celui-ci plus pensif. « Le nouveau frigo est trop grand pour la cuisine, » dit finalement Tessa. « Et les paniers de fruits sont excessifs. Personne ne mange autant de mangues. » Wa sourit, comprenant ce qu'elle ne disait pas. « Je vais ajuster ça. » Et Wa ? Elle l'appelait rarement par son prénom, « Je n'essaie pas de réparer votre vie.
Je veux juste en faire partie. L'écho de ses propres mots lui revint avec une sincérité qui lui serra le cœur. Merci, fut tout ce qu'il put répondre. Le samedi suivant, quand Wa arriva pour chercher Callie, Tessa l'accueillit avec une tasse de café, noir, comme il l'aimait. Elle ne le remercia pas pour les changements au travail, les cadeaux discrets, les petites interventions qui rendaient sa vie un peu moins difficile. Mais alors qu'il partait avec Callie, Tessa lui tendit un petit paquet emballé dans du papier brun. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Ouvre-le plus tard » répondit-elle simplement. Des heures plus tard, après avoir déposé Callie chez elle, Wa ouvrit le paquet dans sa voiture. C'était un dessin, encadré de cartons colorés, clairement fait par la petite main de Callie. Sur le papier, il y avait 2 personnages en bâton. Un petit en violet, Callie, et un grand en bleu, lui, se tenant la main dans un parc avec des arbres verts et un toboggan. En haut, en lettres colorées et irrégulières, était écrit « Moi et mon ami Wa ». Il n'y avait pas de carte, pas de message supplémentaire. Ce n'était pas nécessaire. Dans le langage silencieux qu'il développait, le cadeau disait tout ce qui devait être dit. Tessa ne l'empêchait plus de faire partie de leur vie. Et pour la première fois depuis longtemps, Wa Barrett avait l'impression d'appartenir à quelque part. La pluie tombait doucement sur la ville alors que Wa se garait devant l'immeuble de Tessa et Callie un mercredi soir. Ce n'était pas samedi, son jour de visite habituel, mais Callie avait une présentation scolaire sur le système solaire, et elle avait insisté pour qu'il soit là. « C'est important », avait-elle dit au téléphone avec le sérieux que seule une enfant de 5 ans peut avoir en parlant de quelque chose qui compte vraiment. « Je vais être Jupiter. J'ai un discours et tout. » Comment pouvait-il dire non à ça? Wa attrapa son parapluie et se dirigea vers l'entrée. Au cours des 3 derniers mois, la routine s'était progressivement élargie. Cela avait commencé par les samedis, puis des dîners occasionnels, puis quelques dimanches. Maintenant, il était présent pour des moments spéciaux comme celui-ci, un spectateur dévoué dans la vie en développement de Callie. Tessa ouvrit la porte avant même qu'il ne frappe, comme si elle avait attendu à la fenêtre. « Elle est prête depuis 1 heure », dit-elle avec un petit sourire. La planète la plus anxieuse de la galaxie. Wa entra, humant l'odeur familière de cannelle et de vanille qui flottait toujours dans l'appartement. Tessa cuisinait quand elle était nerveuse, et il semblait que la journée avait été propice à de nombreux biscuits. Wa! Callie apparut en courant de sa chambre, déjà vêtue d'un impressionnant costume de Jupiter fait maison, un t-shirt orange décoré de la grande tache rouge et d'autres détails planétaires, une jupe qui semblait avoir des couches représentant les bandes atmosphériques, et un serre-tête avec de petites lunes en polystyrène. Elle serra ses jambes fermement, et il se pencha pour lui rendre son étreinte correctement. « Waouh, Jupiter en personne. Je suis honoré, dit-il en admirant le costume. Vous avez fait ça? Demanda-t-il à Tessa. Nous l'avons fait ensemble, répondit-elle. Callie a dessiné le modèle. Je n'ai fait que l'exécuter. C'est incroyable, la complimenta-t-il sincèrement. Prête à briller sur scène? Callie hocha la tête avec enthousiasme. J'ai mémorisé toutes mes répliques. Tu veux entendre? Absolument. Alors que Callie récitait des faits sur la plus grande planète du système solaire, j'ai 67 lunes connues et une tempête sur moi peut durer des centaines d'années, Wa remarqua le regard de Tessa. Il y avait quelque chose de différent aujourd'hui, une douceur qui allait au-delà de la gratitude ou de la tolérance initiale. D'accord, nous devons y aller, annonça doucement Tessa, interrompant le monologue planétaire. Madame Johnson nous a demandé d'arriver 15 minutes plus tôt. Pendant le court trajet jusqu'à l'école, Callie continua de pratiquer ses répliques sur la banquette arrière, tandis que Wa conduisait et que Tessa vérifiait que tous les détails du costume étaient parfaits. Il fonctionnait bien en équipe, réalisa Wa, chacun trouvant naturellement son rôle dans cette étrange unité qu'ils avaient formée. L'école primaire rose il était illuminée et pleine de parents anxieux à leur arrivée. L'auditorium avait été décoré de planètes suspendues au plafond et d'étoiles sur les murs. Les enseignants s'affairaient, organisant les enfants excités dans leurs costumes colorés. « Je dois aller en coulisses », annonça Callie avec importance. « Vous vous asseyez ensemble, d'accord? Devant, pour que je puisse vous voir. »« Bien sûr, ma chérie, » promit Tessa. « Nous serons là où tu pourras nous voir. » Callie hésita un instant, puis regarda Wa avec de grands yeux. « Tu vas rester jusqu'à la fin, n'est-ce pas? »« Je ne manquerai ça pour rien au monde, » l'assura-t-il. Elle sourit, satisfaite, puis lança une phrase qui changea tout. « Merci, papa. À tout à l'heure. »
Et elle partit en courant rejoindre les autres enfants, complètement inconsciente de l'impact de ces mots. Wa resta paralysée. Papa. Elle l'avait appelé papa. Ce n'était pas forcé. Ce n'était pas répété. C'était sorti naturellement, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Il regarda Tessa, qui semblait tout aussi surprise. Elle n'a jamais? Commença Wa. Non, confirma doucement Tessa. C'est la première fois. Ils trouvèrent des sièges au deuxième rang, exactement là où Kali pouvait les voir. Wa s'assit, traitant encore ce qui venait de se passer. C'était quelque chose qu'il aurait dû anticiper, compte tenu du temps qu'ils passaient ensemble, des liens qu'ils avaient tissés. Mais entendre ce mot, si chargé de sens, de responsabilité, le frappa comme une vague inattendue. « Ça va ?» demanda Tessa, remarquant son expression. « Oui, juste. » Il chercha les mots justes, « Je n'étais pas préparé. » Tessa hocha la tête, compréhensive. « Elle s'est attachée à toi, plus que je ne l'aurais imaginé. » « Est-ce que ça te dérange ?» demanda Wa, soudainement inquiet. Elle réfléchit un instant, puis répondit honnêtement, « Je pensais que oui, mais en voyant comment elle s'épanouit quand tu es là. » « Non, ça ne me dérange pas. Ça m'inquiète juste. Qu'est-ce qui se passera si tu te lasses de cet arrangement ? Elle a déjà perdu un père. Elle ne peut pas en perdre un autre. » La réponse de Wa fut interrompue par le début du spectacle. Les lumières s'éteignirent et Madame Johnson monta sur la petite scène pour présenter Notre voisinage cosmique, une comédie musicale éducative sur le système solaire. D'abord vint le Soleil, joué par un garçon robuste enveloppé de tissu jaune doré, puis Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Chaque planète avait son moment de gloire et un court discours sur ses caractéristiques. Quand Jupiter monta sur scène, Wa ressentit une fierté qu'il ne savait pas possible. Kali marchait avec assurance, tournant lentement pour montrer les bandes colorées de son costume, puis récita ses répliques parfaitement, sans hésiter une seule fois. Quand elle eut fini, elle regarda directement là où se trouvaient Wa et Tessa et sourit, un sourire aussi radieux que le soleil qui venait de chanter le numéro d'ouverture. Dans les applaudissements qui suivirent, Wa réalisa qu'il souriait tellement que ses joues lui faisaient mal. À côté de lui, Tessa applaudissait avec enthousiasme, la fierté d'une mère évidente sur chaque ligne de son visage. La présentation continua, passant par Saturne, Uranus, Neptune et enfin la planète naine Pluton, qui reçut des applaudissements supplémentaires pour sa réplique émouvante sur le fait de faire toujours partie de la famille, même si je suis différent. Le final fut une grande danse cosmique avec toutes les planètes tournant autour du Soleil tout en chantant l'harmonie de l'univers. Quand les lumières se rallumèrent, Kali courut vers eux, rayonnant encore de l'adrénaline post-spectacle. « Vous avez vu ? J'ai tout dit juste et je n'étais même pas nerveuse. » « Tu as été incroyable, » dit Wa, sincèrement impressionné. « Le meilleur Jupiter de tous les temps. De tous les systèmes solaires, » ajouta Tessa en serrant sa fille dans ses bras. Kali les regarda tous les deux, les yeux brillants. « On peut aller manger une glace pour fêter ça ?» Tessa jeta un coup d'œil à Wa. Il était déjà tard pour une enfant de 5 ans, mais les occasions spéciales méritaient des exceptions. « Juste aujourd'hui, » accepta-t-elle, mais une petite. Le glacier près de l'école était sur le point de fermer, mais le propriétaire, habitué à la ruée post-événement scolaire, les accueillit avec un sourire fatigué. Kali choisit une glace à la fraise avec un nappage au chocolat et la mangea comme si c'était la meilleure chose au monde, racontant chaque moment de sa performance encore et encore. De retour à l'appartement, il était déjà bien après l'heure du coucher. Kali bâilla en montant les escaliers, l'énergie du spectacle s'étant enfin dissipée. « Je peux avoir une histoire avant de dormir ?» demanda-t-elle alors que Tessa l'aidait à passer de son costume de Jupiter à un pyjama avec des étoiles imprimées. « Bien sûr. Laquelle veux-tu ce soir ?» demanda Tessa. Kali regarda Wa, qui se tenait dans l'embrasure de la petite chambre. « Je veux que ce soit papa qui la raconte. » Voilà, encore ce mot. Cette fois, cependant, il était direct, intentionnel, non pas un lapsus fortuit mais un choix. Tessa et Wa échangèrent un regard, une conversation silencieuse passant entre eux. « S'il le veut, » répondit finalement Tessa. Wa s'assit sur le bord du lit alors que Kali se blottissait sous les couvertures. « Quelle histoire aimerais-tu entendre ?»« Une sur Jupiter, » décida-t-elle. « Mais avec une princesse. » Improvisant, Wa raconta l'histoire d'une princesse qui vivait sur l'une des lunes de Jupiter, observant les grandes tempêtes de la planète et rêvant de la visiter un jour. La princesse construisit un vaisseau spécial. Après de nombreuses aventures,
réussit à naviguer à travers les anneaux de gaz, découvrant que la grande tache rouge était en fait un portail vers un monde magique. Callie s'endormit avant la fin, le visage détendu, un petit sourire aux lèvres. Ou aborda la couverture autour d'elle, par impulsion, lui déposa un léger baiser sur le front. « Bonne nuit, petite Jupiter », murmura-t-il. Dans le salon, Tessa avait préparé du thé. 2 tasses fumantes attendaient sur la table basse. Il était tard, et ils savaient tous les deux qu'ils devraient se dire au revoir. Mais quelque chose dans l'atmosphère, l'émotion de la soirée, le mot papa résonnant encore entre eux, appelait à une conversation. Oua s'assit sur le canapé, acceptant la tasse que Tessa lui offrait. « Vous êtes un bon conteur », commenta-t-elle en s'asseyant dans le fauteuil en face de lui. « Vous avez de la pratique ?» Il sourit. « Aucune. Mais j'ai beaucoup improvisé dans les réunions d'affaires. Ce n'est pas si différent. » Ils sirotèrent leur thé dans un silence confortable pendant quelques instants. « À propos de ce que Callie a dit ?» commença finalement Oua. « Vous n'êtes pas obligé d'être son père », l'interrompit doucement Tessa. « Je comprends si c'est trop. » Oua considéra la déclaration, cherchant la réponse honnête en lui-même. « Ce n'est pas que c'est trop, dit-il lentement. C'est que j'ai peur de ne pas être à la hauteur. » Tessa pencha la tête, une invitation à continuer. « Je n'ai jamais eu de modèle, expliqua-t-il. Mon père est parti quand j'étais très jeune. Je ne sais pas comment être ça. » Personne ne le sait au début, répondit Tessa. Croyez-moi, je ne savais pas comment être une mère non plus. Je ne le sais toujours pas la moitié du temps. Mais vous êtes incroyable avec elle. Parce que je n'ai pas le choix, dit Tessa en posant sa tasse sur la table. Quand on est la seule personne qu'un enfant a au monde, on trouve juste un moyen. Oua absorba ses paroles, reconnaissant la vérité en elle. Je suis tombée enceinte jeune, continua Tessa, sa voix basse, regardant ses propres mains. Son père m'a quitté dès qu'il l'a su. Il ne voulait rien avoir à faire avec ça. J'ai fait avec ce que j'avais. Oua regarda comment elle parlait, sans apitoiement sur son sort, énonçant simplement des faits. La force de cette femme ne cessait de l'étonner. « Votre famille ne vous a pas aidé ?» demanda-t-il. « Quelle famille ?» Elle sourit sans humour. « J'ai grandi en foyer d'accueil. Je suis sorti du système à 18 ans, essayant de construire ma vie. J'ai rencontré le père de Callie 6 mois plus tard. Il était charmant, disait toutes les bonnes choses. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, il a montré qui il était vraiment. » Ou a senti une vague de colère envers cet homme inconnu, ce fantôme qui avait abandonné 2 personnes si extraordinaires. J'ai pensé à ne pas avoir le bébé, admit Tessa, sa voix encore plus basse. Pendant un moment, j'ai pensé que je ne pouvais pas le faire. Mais ensuite, j'ai décidé que je serais différente des adultes de ma vie. Je n'abandonnerais pas quelqu'un qui dépendait de moi. Le silence qui suivit était épais de respect. Oua réalisa qu'il assistait à une rare vulnérabilité. Tessa Morgan n'était pas quelqu'un qui partageait son histoire facilement. « Merci de me l'avoir dit », dit-il finalement. Elle haussa les épaules. « Vous avez le droit de savoir, étant donné que vous devenez une partie de sa vie. »« De vos vies », corrigea doucement Oua. Tessa hocha la tête, acceptant la correction. « Et vous » demanda-t-elle. « Comment un garçon sans père est-il devenu Oua Barrett, le milliardaire ?» Oua sourit à la caractérisation. De la détermination. De la chance. Quelques personnes clés qui ont cru en moi au bon moment. Plus que ça, insista Tessa. Il soupira, réalisant qu'elle méritait la même honnêteté qu'elle lui avait offerte. De la colère, probablement, admis. Je voulais prouver quelque chose au monde. À mon père, où qu'il soit, à ma mère qui s'est tuée au travail, à moi-même. Et vous l'avez prouvé ? J'ai construit tout ça, dit-il en faisant un geste vague qui englobait sa réussite. Mais vous savez ce qui est étrange ? Avant de rencontrer Callie, avant vous, je ne me suis jamais arrêté pour l'apprécier. Je courais toujours après la prochaine affaire, la prochaine acquisition, comme si ce que j'avais déjà n'était pas assez. Et maintenant ? Maintenant, je réalise à quel point ma vie était vide, répondit-il honnêtement. J'avais tout et rien en même temps. Tessa hocha la tête, comprenant parfaitement. Il n'y avait pas besoin de plus de mots. Ils connaissaient tous les deux ce vide, bien qu'ils y soient arrivés par des chemins complètement différents. Vous n'avez rien à décider ce soir, dit-elle, se référant au titre que Callie lui avait donné. Sur le fait d'être ou de ne pas être ce qu'elle veut que vous soyez. Je le suis déjà, répondit Oua avec simplicité. Ce n'est pas quelque chose que je décide. C'est quelque chose qui est arrivé.
La peur était toujours là. La peur de ne pas savoir comment, de ne pas être assez bon, de finir par décevoir Callie. Mais avec elle, il y avait quelque chose de plus fort, la détermination d'essayer, d'apprendre. « Promettez-moi juste une chose », demanda Tessa, ses yeux rencontrant les siens. « Si à un moment donné vous réalisez que vous ne pouvez pas continuer, dites-le-moi d'abord. » Pas à elle. Nous trouverons un moyen de l'expliquer, d'adoucir le coup. La protection féroce d'une mère. Wa hocha la tête, respectant profondément cette préoccupation. « Je le promets. » Ils restèrent assis là, partageant le silence de la nuit, chacun absorbant l'histoire de l'autre, construisant une compréhension là où il n'y avait eu que des suppositions. Ce n'était pas de la romance. Il n'y avait pas de flirt, pas de tension de ce genre entre eux. C'était quelque chose de tout aussi rare, un respect mutuel, une admiration sincère et la reconnaissance d'âme qui, d'une manière ou d'une autre, comprenait la solitude de l'autre. Quand Wa se leva enfin pour partir, il se sentit différent. Quelque chose avait changé cette nuit-là, non seulement à cause du titre que Callie lui avait donné, mais à cause de la connexion plus profonde qui existait maintenant entre lui et Tessa. « Alors, merci pour le thé », dit-il à la porte, « et pour la conversation. »« Merci d'avoir rendu ma fille heureuse », répondit-elle simplement. Ce n'était pas un au revoir ordinaire. C'était une reconnaissance du lien qui les unissait maintenant, non pas un lien romantique, mais quelque chose de tout aussi profond, une famille en train de se former, non par le sang ou l'obligation, mais par choix et par les circonstances. En rentrant chez lui en voiture, Wa pensa au mot qui avait tout changé. Papa. Si simple, si complexe. Un titre qu'il n'avait pas cherché, mais qu'il portait maintenant avec un mélange de peur et de fierté. Il ne savait pas comment être un père, mais pour Callie, pour cette enfant brillante qui le regardait comme s'il était capable de tout, il apprendrait. L'automne arriva dans la ville, peignant les arbres en rouge et en or. 6 mois s'étaient écoulés depuis qu'une fillette de 5 ans avait approché un étranger devant son école. 6 mois qui avaient complètement transformé la vie de Wa Barrett. Assis dans son bureau pentouse de l'immeuble Barrett Enterprises, Wa contemplait la ville à travers les baies vitrées. Il venait d'annuler son rendez-vous du samedi avec Callie, le 3e d'affilée. La voix de Tessa au téléphone avait été neutre, même compréhensive, mais il avait décelé l'inquiétude sous-jacente. « Elle demande après toi », avait dit Tessa. « Elle veut savoir quand tu reviens. »« C'est temporaire », avait-il assuré. « Juste le temps que nous résolvions cette crise. »« Bien sûr », avait répondu Tessa. « Fais ce que tu as à faire. » Maintenant, fixant la pile de documents sur son bureau, rapport d'audit, contrat suspect, email compromettant, Wa sentait le poids des responsabilités d'entreprise comme jamais auparavant. La découverte avait commencé par une petite irrégularité dans les chiffres. Une filiale en Asie rapportant des bénéfices plus élevés que prévu. En enquêtant, son directeur financier avait trouvé un système élaboré de pots de vin et de contrats gonflés. Plus il creusait, plus la situation semblait laide. Monsieur Barrett, Margot, son assistante, apparut à la porte. Le conseil est réuni dans la salle de conférence. Wa hocha la tête, organisant les papiers. « J'arrive. » En marchant dans le couloir, son esprit dériva vers Callie. Elle serait au parc maintenant, peut-être en train de jouer sur la balançoire qu'elle aimait tant, ou peut-être à la maison, dessinant, attendant une visite qui ne viendrait pas. La culpabilité le frappa, suivie d'une vague de doute. S'impliquait-il trop ? Créait-il une dépendance émotionnelle malsaine, occupant une place qui ne lui appartenait pas ? Les questions avaient commencé 2 semaines plus tôt, après une conversation informelle avec Marcus Hemming, l'un des plus anciens membres du conseil. Lors d'un dîner d'affaires, Marcus avait posé des questions sur les rumeurs selon lesquelles le célibataire le plus convoité de la ville jouait à la famille avec une femme de ménage et sa fille. « La charité est une chose, Wa », avait dit Marcus avec un sourire condescendant. Mais ne te fais pas d'illusions en pensant que tu peux remplacer le père de cet enfant. Tu as des responsabilités ici. Des gens dépendent de toi. Wa avait bien sûr défendu sa position. Il avait clairement indiqué que sa vie personnelle n'était pas l'affaire de Marcus, ni de personne d'autre, mais les mots avaient planté une graine de doute qui grandissait de jour en jour. Dans la salle de conférence, 12 visages sérieux le fixaient. Le scandale de corruption n'avait pas encore fuité dans la presse, mais quand ce serait le cas, oui, ce serait dévastateur pour la réputation de l'entreprise. Nous avons 3 cadres directement impliqués, rapporta le chef du service juridique, et de fortes indications qu'au moins 2 membres du conseil de la filiale étaient au courant. Wa hocha la tête, absorbant l'information. Option, suspension immédiate des personnes impliquées,
un audit complet, une coopération totale avec les autorités, et se préparer à l'impact sur les actions lorsque la nouvelle éclaterait. Les heures suivantes furent remplies de décisions difficiles et de discussions tendues. Lorsque la réunion se termina, il était plus de 22 heures. De retour dans son bureau, Wa constata que son téléphone avait 3 appels manqués, tous de Tessa. Son estomac se serra. Elle appelait rarement, préférant les SMS pour les communications rapides. Avant qu'il ne puisse rappeler, Margot entra de nouveau. « Je suis désolé de vous interrompre, mais Monsieur Jiao est en ligne. Il est tard à Shanghai. Il insiste sur le fait que c'est urgent. » Wa hésita, regardant le téléphone. « Mettez-le sur la ligne 1. Et Margot, annulez mes rendez-vous de demain. » Pouce. « Oui, monsieur. » L'appel avec le dirigeant chinois dura près de 2 heures. Quand il fut terminé, Wa était trop épuisé pour même vérifier ses messages. Il s'allongea sur le canapé de son bureau, se promettant d'appeler Tessa le matin. Mais le matin apporta de nouvelles crises. La presse avait eu vent du scandale. Les actions de l'entreprise commencèrent à chuter. Le conseil exigeait sa présence constante, son leadership, sa pleine attention. Les jours se transformèrent en une semaine. Une semaine devint 2. Les samedis avec Kali, les dîners avec Tessa, les histoires du soir, tout fut avalé par l'avalanche de problèmes d'entreprise. À un moment donné, Wa réalisa qu'il n'avait pas retourné les appels de Tessa. Il n'avait pas correctement expliqué son absence. Juste des messages rapides, des promesses vagues qu'il serait de retour dès qu'il le pourrait. Dans la 3e semaine de la crise, alors que les eaux commençaient enfin à se calmer, Wa se réveilla avec une clarté douloureuse. Il faisait exactement ce qu'il craignait le plus. Il était en train de disparaître de la vie de Kali, tout comme son propre père avait disparu de la sienne. Ce matin-là, lors de la réunion avec les cadres, il était distrait. Son esprit vagabondait vers le petit appartement de l'autre côté de la ville, vers la petite fille qu'il appelait maintenant papa. Wa. La voix de Sarah, sa directrice financière, le ramena à la réalité. « Êtes-vous d'accord avec la stratégie ?» Il la regarda, puis les autres visages autour de la table. « Pardonnez-moi, dit-il en se redressant sur sa chaise. « J'ai besoin d'un moment. » Quittant la pièce, Wa se dirigea vers son bureau et ferma la porte. Il devait appeler Tessa. Il devait expliquer, réparer les choses. Mais quand il prit le téléphone, il se sentit paralysé. Que dirait-il? Que l'entreprise était plus importante? Qu'il avait des doutes sur son rôle dans leur vie? Aucune explication ne semblait adéquate. Alors qu'il hésitait, Margot frappa à la porte. « Je suis vraiment désolé de vous interrompre, mais Monsieur Heming est ici avec l'équipe des relations publiques. La conférence de presse a été avancée à dans 1 heure. » Wa soupira, reposant le téléphone sur son bureau. « Je serai là dans 1 minute. » Et ainsi, un autre jour passa sans contact. Dans le petit appartement de Tessa, Kali regardait par la fenêtre, le menton posé sur ses mains. Elle avait passé la matinée ainsi, à surveiller la rue, attendant une voiture noire qui n'apparaissait pas. « Ma chérie, viens manger », appela Tessa depuis la cuisine. « J'ai fait des pancakes, tes préférés. » Kali ne répondit pas immédiatement. Quand elle se retourna enfin, ses yeux manquaient de leur éclat habituel. « Il ne vient pas aujourd'hui non plus, n'est-ce pas ?» Le cœur de Tessa se serra. 3 semaines sans visite, 3 semaines de promesses vides et d'explications vagues. Il est occupé par le travail, Kali. Les adultes ont parfois de gros problèmes à résoudre. Mais il venait toujours avant, même quand il était occupé, argumenta Kali, sa voix petite. Est-ce qu'il ne veut plus être mon papa? Tessa déglutit difficilement, choisissant ses mots avec soin. Wa tient beaucoup à toi. Je suis sûr qu'il viendra dès qu'il le pourra. Mais avec chaque jour qui passait, Tessa elle-même sentait le doute grandir. Ce n'était pas seulement les visites qui avaient cessé, mais aussi les appels, les messages. C'était comme si Wa Barrett avait reconsidéré son implication et opté pour un retrait progressif. Elle avait vu les nouvelles, bien sûr. Elle savait pour le scandale dans son entreprise, les enquêtes, les accusations, mais elle savait aussi qu'un appel de 2 minutes pour expliquer la situation n'était pas impossible. Pas même pour l'homme le plus occupé du monde. « Je n'ai pas faim », dit Kali en se détournant de la fenêtre. « Juste un petit peu, s'il te plaît », insista Tessa. « Tu as à peine touché à ton dîner hier soir. » À contre-cœur, Kali s'assit à table et prit sa fourchette. Elle mangea quelques bouchées pour faire plaisir à sa mère, mais sans enthousiasme. Son appétit avait diminué en même temps que sa joie ces derniers jours. Tessa regardait sa fille avec une inquiétude croissante.
Callie avait toujours été une enfant vibrante, pleine d'énergie et de curiosité. Maintenant, elle était silencieuse, renfermée. Les rires qui remplissaient autrefois l'appartement étaient devenus rares. « Et si on allait au parc aujourd'hui » suggéra Tessa, essayant de lui remonter le moral. « On peut prendre du pain pour les canards. »« Je ne veux pas, » répondit Callie en repoussant son assiette. « Je peux aller dans ma chambre ?» Tessa hocha la tête, regardant la fillette s'éloigner, abattue. Le vide que Wa avait laissé était palpable, comme un trou dans le tissu de leur vie. Tessa réalisa avec un mélange de tristesse et de colère à quel point elles étaient devenues dépendantes de sa présence. Une partie d'elles voulait le détester pour ça, pour être entrée dans leur vie, s'être rendue nécessaire, puis avoir disparu, mais une autre partie comprenait les pressions auxquelles il faisait face, l'ampleur des problèmes de son entreprise. Le lendemain matin, Callie se réveilla avec une légère fièvre. Ses yeux normalement brillants étaient ternes, et elle se plaignait d'un mal de tête. « Je ne veux pas aller à l'école » murmura-t-elle, blottie sous la couverture. Tessa s'assit à côté d'elle, posant une main sur son front. Il était chaud, mais pas de manière alarmante. « D'accord, tu peux rester à la maison aujourd'hui. Je vais appeler le docteur Patterson. » Le médecin pouvait les voir en fin d'après-midi. Après un examen approfondi, il fronça les sourcils, confus. « Physiquement, je ne vois rien d'inquiétant » dit-il à voix basse à Tessa, pendant que Callie feuilletait un magazine dans la salle d'attente. La fièvre est faible, ses poumons sont clairs, sa gorge est normale. Ça pourrait être un léger virus, mais, le pressa Tessa. Mais elle semble émotionnellement renfermée. Est-ce que quelque chose s'est passé? Du stress à l'école? Un changement à la maison? Tessa hésita, puis expliqua brièvement l'histoire de Wa et son retrait soudain. Le médecin hocha la tête, compréhensif. Les enfants manifestent souvent des symptômes physiques lorsqu'ils sont en détresse émotionnelle. La fièvre est peut-être réelle, mais la cause pourrait être plus psychologique que virale. « Que puis-je faire » demanda Tessa, se sentant impuissante. « Gardez-la au chaud, surveillez la fièvre, et peut-être est-il temps d'avoir une conversation franche sur sa relation avec cet homme. » Tessa le remercia, mais en quittant le cabinet, elle savait que toute conversation franche ne ferait qu'empirer les choses. Comment expliquer à une enfant de 5 ans que l'homme qu'elle avait commencé à voir comme un père avait simplement d'autres priorités? À la maison, Callie était allongée sur le canapé, serrant l'ours en peluche que Wa lui avait offert des mois auparavant. Elle semblait plus petite et plus fragile, perdue dans des pensées qu'elle ne pouvait pas exprimer. « Tu veux que je te lise une histoire ?» offrit Tessa en s'asseyant à côté d'elle. « Je veux l'histoire du roi de la planète bleue » répondit Callie à voix basse. « Celle que papa raconte ?» Tessa sentit une boule dans sa gorge. « Je ne la connais pas, ma chérie. Tu peux me la raconter ?» Mais Callie secoua simplement la tête, serrant l'ours plus fort. Cette nuit-là, après que Callie se fut enfin endormie, Tessa fixa son téléphone pendant de longues minutes. Elle avait essayé d'appeler Wa plusieurs fois au cours des dernières semaines, tombant toujours sur sa messagerie vocale. Ses SMS recevaient des réponses brèves et de plus en plus rares. Il était peut-être temps d'accepter la réalité. Wa Barrett était passé à autre chose. L'expérience familiale était terminée. Mieux valait couper les ponts maintenant, avant que Callie ne s'attache encore plus. Mais ensuite, elle se souvint du regard dans ses yeux quand il racontait des histoires à Callie. La façon dont ils riaient ensemble, partageant des blagues que seul eux comprenaient. Le dessin que la fillette avait fait, fièrement accroché au mur, « Moi et mon ami Wa ». Avec des doigts tremblants, Tessa tapa un dernier message, court et direct. « Tu lui manques. » Elle l'envoya avant de pouvoir changer d'avis et posa le téléphone, sans attendre de réponse. Wa était dans sa voiture, rentrant chez lui après une autre journée épuisante, lorsque le message arriva. 3 mots simples qui le frappèrent avec la force d'un poids lourd. « Tu lui manques. » Il se gara sur le côté de la route, fixant l'écran du téléphone. La culpabilité qu'il avait essayé d'ignorer explosa dans sa poitrine. Que faisait-il? Comment pouvait-il laisser les pressions de l'entreprise l'éloigner des 2 personnes qui comptaient le plus dans sa vie? Sans une seconde de réflexion, il changea de direction. L'horloge de la voiture indiquait 22h37 quand il se gara devant l'immeuble familier, trop tard pour une visite, mais il ne pouvait pas attendre jusqu'au matin. Il monta les escaliers 4 à 4 et frappa légèrement à la porte. Quelques instants plus tard, Tessa ouvrit, la surprise se lisant sur son visage fatigué. « Wa, désolé pour l'heure, dit-il, la voix rauque. Je dois la voir. » Tessa n'hésita qu'une seconde, puis ouvrit plus grand la porte. « Elle dort, né ?»
elle fit un geste vers le couloir. Tu peux entrer. L'appartement était calme et partiellement sombre. Seule une petite lampe était allumée dans le salon. Wa remarqua immédiatement les cernes sous les yeux de Tessa, la tension dans ses épaules. Comment va-t-elle? Demanda-t-il à voix basse. Malade, répondit simplement Tessa. Physiquement, rien de grave. Émotionnellement? Elle laissa la phrase en suspens, mais son regard disait tout. Wa sentit le poids de son absence comme jamais auparavant. Je peux la voir? Tessa hocha la tête, le menant à la petite chambre. Kali dormait, le visage rougi par la faible fièvre, ses cheveux étalés sur l'oreiller. Elle serrait l'ours en peluche fermement, comme si elle avait peur qu'il disparaisse aussi. Wa s'assit prudemment sur le bord du lit, la regardant respirer. Comment avait-il pu rester à l'écart? Comment avait-il pu laisser quoi que ce soit, même une crise d'entreprise, le séparer de cette enfant qui était devenue si importante dans sa vie? Comme si elle sentait sa présence, les yeux de Kali s'ouvrirent lentement. Un instant, elle parut confuse, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Puis la reconnaissance et la joie illuminèrent son visage fiévreux. « Papa » murmura-t-elle, sa voix petite et rauque. « Tu es revenu. » Wa sentit des larmes inattendues lui brûler les yeux. « Je suis de retour » confirma-t-il en prenant sa petite main chaude. « Je suis désolé que ça ait pris si longtemps. » Kali serra ses doigts avec une force surprenante. « Tu m'as tellement manqué » murmura-t-elle, ses yeux déjà lourds de sommeil. « Toi aussi, tu m'as manqué » répondit Wa, l'émotion rendant sa voix difficile à articuler. « Je ne disparaîtrai plus jamais de ta vie. » Un petit sourire effleura les lèvres de Kali avant qu'elle ne se rendorme, tenant toujours fermement sa main. Wa resta là, immobile, sentant le poids de la promesse qu'il venait de faire. Ce n'était pas une promesse légère, ni une fête dans le feu de l'action. C'était un engagement qui redéfinirait ses priorités, sa vie. Depuis l'embrasure de la porte, Tessa observait la scène en silence, son propre cœur déchiré entre l'espoir et la prudence. Une partie d'elle voulait croire ses paroles. Une autre partie craignait qu'à la prochaine crise, il ne disparaisse à nouveau. Mais pour l'instant, en cette nuit calme, avec la lune brillant à travers la fenêtre de la chambre, il y avait la paix. Le vide qui s'était installé dans la maison ces dernières semaines avait été comblé à nouveau par la présence de cet homme qui, d'une manière inexplicable, était devenu essentiel dans leur vie. Et si cette paix durerait ou non, seul le temps le dirait. Le soleil du samedi réchauffait Kali. Il avait planifié la journée méticuleusement, d'abord le magasin de jouets que Kali mentionnait si souvent, puis un déjeuner dans son restaurant préféré, et enfin un après-midi à Central Park. Une journée parfaite pour une conversation importante. Depuis son retour, il y a 3 semaines, après son absence brève mais douloureuse, Wa avait beaucoup réfléchi à sa place dans la vie de Kali. Les doutes qu'il avait autrefois assaillis, s'il occupait une place qui ne lui appartenait pas, s'il avait le droit de se dire père, avaient été remplacés par une certitude tranquille. La crise au sein de l'entreprise, maintenant maîtrisée, lui avait appris une leçon précieuse sur les priorités. Kali attendait à l'entrée comme toujours, sautillant d'un pied sur l'autre. Elle portait une salopette en jean et un t-shirt jaune avec un tournesol. Ses cheveux étaient en 2 tresses, probablement l'œuvre de Tessa. « Tu es là !» s'exclama-t-elle en le voyant, courant pour serrer ses jambes. Wa se pencha, lui rendant son étreinte correctement. Ponctuelle comme toujours. « Prête pour notre journée spéciale ?» Elle hocha la tête avec enthousiasme. « Maman a dit qu'on allait au magasin de jouets. Je peux choisir n'importe quoi ?» N'importe quoi de raisonnable, répondit Wa avec un sourire. Je ne pense pas qu'un vrai éléphant rentrerait dans l'appartement. Kali rit, un son qui réchauffait encore le cœur de Wa chaque fois qu'il l'entendait. Tessa apparut à la porte, tenant le petit sac à dos lilas de Kali. Le même qu'elle portait le jour où elle avait rencontré Wa. Il y a une veste dedans au cas où il ferait plus froid plus tard, expliqua-t-elle en tendant le sac à dos à Wa. Et quelques collations. Et le médicament contre le mal des transports si vous faites des manèges qui tournent. Wa prit le sac à dos, remarquant que Tessa semblait plus reposée ces derniers temps. Depuis qu'il était revenu et avait réorganisé son temps, déléguant plus de responsabilités à l'entreprise, fixant des limites claires entre le travail et la vie personnelle, une nouvelle stabilité s'était installée dans leur vie. « Ne t'inquiète pas » l'assura-t-il. « Nous aurons une journée tranquille. » Quelque chose passa entre eux. Une compréhension silencieuse, une confiance restaurée. Tessa sourit légèrement et fit un signe de la main à Kali. « Amuse-toi bien, ma chérie, et ne demande rien d'exagérément cher. »« D'accord, maman. » Dans la voiture,
Kali bavardait avec enthousiasme sur l'école, sur le nouveau livre qu'elle lisait, plus en regardant les images qu'en lisant réellement, et sur le projet scientifique qu'elle prévoyait. Wa écoutait attentivement, posant des questions au bon moment, admirant comment son esprit fonctionnait, toujours curieux, toujours faisant des liens surprenants. Le magasin de jouets Wonderworld occupait 2 étages d'un immeuble du quartier commerçant. Dès qu'ils entrèrent, les yeux de Kali s'écarquillèrent devant l'explosion de couleurs, de sons et de possibilités. « Par où commençons-nous » demanda Wa, la regardant s'imprégner de l'environnement. Kali regarda autour d'elle, considérant ses options. « Je veux d'abord voir les animaux en peluche » décida-t-elle finalement. Ils se dirigèrent vers la section des peluches, où des étagères sur des étagères exposaient des animaux de tout type et de toute taille. Il y avait des ours géants presque aussi grands que Kali, des girafes au cou flexible, des lions à la crinière réaliste, et même des créatures fantastiques comme des licornes et des dragons. Kali marchait lentement dans la section, touchant chaque animal avec soin, comme si elle évaluait non seulement son apparence mais aussi sa personnalité. Wa la suivit patiemment, étonnée du sérieux avec lequel elle abordait le choix. Après près de 20 minutes de délibération minutieuse, Kali s'arrêta devant une étagère plus discrète. Là, parmi des peluches plus élaborées et flashy, se trouvait un simple ours en peluche marron. Ce n'était pas le plus grand, ni le plus coloré, ni le plus sophistiqué. C'était juste un ours brun ordinaire avec des yeux noirs brillants et un petit nœud rouge autour du cou. « Celui-ci » dit-elle en le prenant de l'étagère. « Je veux celui-ci. » Wa regarda l'ours, puis la multitude d'options plus impressionnantes autour d'eux. « Tu es sûr ? Tu peux choisir celui que tu veux. » Kali hocha la tête, serrant le petit ours. Il a l'air seul et il est chaud. Quelque chose dans la simplicité de ce choix et l'explication toucha Wa profondément. Kali ne cherchait pas le plus cher ou le plus tapac sans grave l'œil. Elle avait vu quelque chose dans le petit ours brun que d'autres auraient ignoré. Une qualité qui parlait directement à son cœur. Alors il est parfait, acquiesça Wa. À la caisse, alors qu'il payait, la vendeuse proposa de l'emballer en cadeau, mais Kali refusa. Il a besoin de respirer, expliqua-t-elle sérieusement, faisant sourire Wa. Le déjeuner eut lieu au Colorful Corner, un restaurant pour enfants où les tables étaient de petites maisons en bois coloré et la nourriture arrivait dans des assiettes en forme d'animaux. Kali plaça soigneusement le petit ours sur la chaise à côté d'elle, lui parlant de temps en temps et lui offrant un peu de son milkshake. « Comment vas-tu l'appeler » demanda Wa en observant l'interaction. Kali considéra sérieusement la question. « Je pense que brownie » décida-t-elle, parce qu'il est marron comme un brownie, et les brownies sont chauds et délicieux. « Excellent choix » approuva Wa. Brownie a de la chance de t'avoir trouvé. Après le déjeuner, ils se dirigèrent vers Central Park. La journée était parfaite, ni trop chaude, ni trop froide, avec une légère brise faisant bruisser les feuilles des arbres. Des familles étaient étendues sur les pelouses, des enfants couraient et riaient, des couples se promenaient main dans la main le long des sentiers sinueux. Wa et Kali, avec Brownie fermement tenu contre sa poitrine, se dirigèrent vers l'aire de jeu. Pendant près d'1 heure, Wa la poussa sur la balançoire, la tint pendant qu'elle traversait le pont de corde et l'applaudit lorsqu'elle descendit du toboggan les bras levés en triomphe. Quand elle se fatigua enfin des jeux plus énergiques, Kali demanda une glace. Ils s'assirent sur un banc en bois près du lac, léchant des cônes au chocolat et à la vanille, regardant les canards nager paisiblement dans l'eau. Le moment était parfait. Le soleil commençait sa descente vers l'horizon, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Les ombres s'étiraient sur la pelouse, et une paix tranquille régnait sur le parc. Wa regarda Kali, sa bouche tachée de glace au chocolat, ses yeux brillants alors qu'elle regardait les canards. Brownie était soigneusement positionné sur ses genoux pour qu'il puisse aussi voir le lac. À cet instant, il ressentit une clarté absolue sur ce qu'il devait dire. « Kali, commença-t-il, sa voix douce, je peux te parler de quelque chose d'important ?» Elle détacha son regard des canards, tournant toute son attention vers lui. « D'accord. » Wa prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes. Des mots qu'une enfant de 5 ans pourrait comprendre mais qui porteraient tout le poids de son engagement. « Tu sais, je n'ai jamais pensé à être un papa, » dit-il finalement. « Je n'ai jamais imaginé que j'aurais un enfant dans ma vie. J'étais occupé par le travail, par d'autres choses. » Kali le regardait attentivement, léchant sa glace plus lentement maintenant. « Mais ensuite, je t'ai rencontré, » continua Wa. « Et être avec toi a tout changé. Tu m'as fait réaliser ce qui est vraiment important. Tu fais partie de moi maintenant. Tu comprends ?» Elle pencha légèrement la tête, traitant ses mots.
Comme quand on mange un biscuit et qu'il reste à l'intérieur de nous, demanda-t-elle, essayant de saisir le concept. Wa sourit. Un peu comme ça, oui. Mais pas seulement dans le ventre, ici aussi. Il pointa son propre cœur. La glace de Callie commençait à fondre, coulant sur ses doigts, mais elle le remarqua à peine, concentrée sur la conversation. Je veux que tu saches, continua Wa doucement, tenant son regard, que je serai ton papa aussi longtemps que tu le voudras. Pas seulement les week-ends ou les jours spéciaux. Toujours. Quelque chose dans les yeux de Callie brilla de compréhension. Sans crier gare, elle jeta le reste de sa glace dans la poubelle à côté du banc et se jeta dans ses bras pour un câlin, manquant de renverser Brownie dans le processus. Le petit ours fut écrasé entre eux, témoin silencieux de ce moment. « Je veux que tu sois mon papa pour toujours », murmura-t-elle contre sa poitrine. « Pour toujours, et toujours, et toujours. » Wa la serra en retour, sentant une émotion qu'il ne pouvait nommer emplir sa poitrine. Ce n'était pas seulement de l'amour. C'était un sentiment d'appartenance, un but, une certitude profonde d'être exactement là où il était censé être. Après un long moment, Callie s'écarta légèrement, ramassant Brownie. « Brownie veut que tu sois son papa aussi, » déclara-t-elle avec sérieux. Wa rit doucement, acceptant le petit ours qu'elle lui tendait. « Ce serait un honneur d'être un papa pour vous deux. » Avec le soleil qui commençait à se coucher, ils quittèrent le banc et marchèrent sur la pelouse, s'arrêtant de temps en temps pour que Callie admire une fleur ou un rocher intéressant. Ils trouvèrent un endroit calme sous un grand arbre, où ils s'assirent dans l'herbe. « On peut prendre une photo de nous ?» demanda Wa en sortant son téléphone. Callie hocha la tête avec enthousiasme, se positionnant à côté de lui et tenant Brownie en l'air pour qu'il soit aussi sur la photo. 1, 2, 3, souriez. Wa captura le moment, les trois ensemble, avec le coucher de soleil créant une lueur dorée en arrière-plan. En regardant l'image, il ressentit une profonde satisfaction. En quelques tapotements sur l'écran, il ajouta une légende à la photo « Père et fille de cœur ». Il la montra à Callie, qui sourit en voyant les mots, même si elle ne pouvait pas encore tout à fait les lire. « Ça dit quoi ?» demanda-t-elle. « Père et fille de cœur, Lua. Parce que parfois, les familles ne se font pas seulement quand les gens naissent ensemble. Parfois, elles se font quand les cœurs se trouvent. » Callie y réfléchit un instant, puis hocha la tête comme si cela lui semblait parfaitement logique. Elle posa sa tête sur son épaule, serrant Brownie contre sa poitrine. Wa passa son bras autour d'elle, sentant la petite tête chaude contre son flanc, le poids léger et confiant de son corps. Le moment était parfait dans sa simplicité. Il n'avait pas besoin de plus de mots. À quelques mètres de là, partiellement cachée par un chêne, Tessa observait la scène. Elle avait quitté le travail plus tôt et avait décidé de passer par le parc, non pas pour espionner, mais pour être témoin. Quelque chose lui disait que ce jour serait important. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage alors qu'elle regardait Wa et Callie ensemble sous l'arbre, la petite fille blottie contre lui comme si c'était sa place naturelle. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de jalousie. C'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, d'une paix que seule une mère pouvait comprendre en voyant son enfant aimé et protégé. Pendant des années, elle avait porté seule le poids de la maternité. Elle s'était demandé si Callie sentirait toujours l'absence d'un père, s'il y aurait toujours un vide dans sa vie que Tessa ne pourrait combler, peu importe ses efforts. Et puis, par la plus improbable des rencontres, un étranger était entré dans leur vie. Pas un sauveur, pas un prince charmant, mais un homme réel, avec ses propres défauts et ses peurs, qui avait choisi d'aimer sa fille, non par obligation, mais par choix. Tessa essuya les larmes avec le dos de sa main, un petit sourire se formant sur ses lèvres. Elle ne s'approcha pas. Ce moment leur appartenait. Mais en se tournant pour partir, elle emporta avec elle une certitude réconfortante. Ils étaient une famille maintenant. Non conventionnelle, non définie par le sang ou les certificats, mais une vraie famille, unie par le choix, par l'amour, et par un petit ours en peluche marron nommé Brownie. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes.